Écoutez, depuis hier, on sent un léger frémissement dans la prise en charge des centaines de milliers de On ne Syriens. ressent pas cette urgence climatique. Le Rwanda a mis les bouchées doubles pour améliorer les soins de santé à sa population. Voici le reportage de notre envoyé Rien spécial. d'étonnant dans cette région du sud du pays. On joint sans plus tarder notre envoyé spécial dans cette région, Raymond Saint-Pierre. Notre envoyé spécial. Notre envoyé spécial. On était une vingtaine, peut-être 25 personnes dans une seule chambre d'hôtel. Donc, carrément, tous les rencoins de la chambre étaient occupés par des gens assis. Donc, tout le lit. J'avais 2 collègues qui se sont mis sous le lit. Ils essayaient de se cacher. 3 personnes, je crois, étaient dans la salle de bain. 3, 4 étaient sur la petite canapé qui était à côté de la fenêtre. Et dans ma tête, moi, je me disais... Certainement, ces soldats, ils sont là peut-être pour voler des choses à manger ou bien pour voler la caisse de l'hôtel. Je croyais que c'était un vol. Je n'ai pas imaginé qu'ils nous cherchaient, qu'ils cherchaient les journalistes. Je suis Rukmini Kalimaki, journaliste au New York Times. Lundi, le 4 avril 2011, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'étais le chef de bureau de Associated Press en Afrique de l'Ouest. J'étais basée au Sénégal, mais j'étais en mission à Abidjan pour couvrir les derniers jours du régime de Laurent Gbagbo. Gbagbo avait perdu l'élection présidentielle de l'année précédente, mais il avait refusé de quitter le pouvoir. Et au moment où j'ai venu à Abidjan, les coups de feu résonnent dans une Abidjan désertée. Les troupes d'Alassane Ouattara, qui ont rapidement conquis presque tout le pays en une semaine, se heurtent ici à la résistance des défenseurs de Laurent Gbagbo. Quiconque ose attaquer ce pays nous verra sur son chemin. Oui, alors ça fait 5 jours que les troupes d'Alassane Ouattara ont suivi cette offensive vers Abidjan, mais avaient du mal à pénétrer à l'intérieur de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et donc ces troupes de Ouattara ont lancé cet après-midi cette offensive vers la ville par le nord pour viser 2 quartiers en particulier, le plateau où se trouve le palais présidentiel et le quartier de Cocody où se trouve la résidence de Laurent Gbagbo. Et dans la soirée, une armée rebelle était en train de traverser le pays et avait arrivé vraiment à la porte de Abidjan. Et ils étaient sur le point d'entrer la ville. On avait entendu un appel justement à la population de descendre dans la rue pour protéger le président et pour se mettre en bouclier humain autour du palais présidentiel. Donc, les combats font rage entre les 2 camps dans la capitale ivoirienne où la résidence de Gbagbo est encerclée. Mais pas question pour lui de se rendre. Et Gbagbo, il était dans un bunker. Il vivait vraiment les derniers jours de son règne. Mais il a perdu des élections, madame. On est en démocratie. Des élections quand même certifiées par les Nations Unies. Il les a perdues et tout le monde s'accorde à le dire. Même hier soir, le Premier ministre Odinga du Kenya me le disait. Il n'y a aucun doute sur mon élection. J'étais en contact avec une source qui était très proche de Alassane Ouattara, qui était la personne, le candidat qui avait gagné l'élection présidentielle. Et le camp de Ouattara était en contact avec cette armée rebelle, les forces nouvelles. Ils m'ont appelé pour me dire, quand j'étais toujours à Dakar, « Rukmini, c'est maintenant, il faut venir parce que l'aéroport va fermer, c'est vraiment le dernier jour du règne de Gbagbo. » Donc j'ai couru à l'aéroport avec ma valise et j'ai atterri. Déjà au moment où mon chauffeur est venu me chercher à l'aéroport, il y avait des tiraillements en ville et j'ai pas pu arriver à mon hôtel tout de suite. On a dû aller se garer dans une autre partie de la ville et attendre quelques heures de temps pour que les choses se calment. Mon hôtel, c'était le Novotel. Et par hasard, c'était à cet hôtel où la majorité des journalistes restaient. Quand je suis arrivée sur la rue du Novotel, il y avait carrément personne. Et ça, c'était un endroit de Abidjan qui, d'habitude, était très dynamique. Il y avait des voitures, il y avait des petits marchands, il y avait plein de choses. Mais c'était carrément vide. Et quand je suis arrivée à l'hôtel lui-même, pour la première fois, j'ai trouvé que les grandes portes de dehors dans le jardin étaient fermées.
Donc, on a dû frapper. Vraiment, c'était un moment de beaucoup de tension parce qu'on savait qu'il y avait des tiraillements, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait sur la rue. Le Novotel était sur la corniche d'Abidjan. Une partie des chambres regardaient le lagune. Et à travers cette lagune, il y avait un camp de l'armée républicaine. C'était très, très proche du palais présidentiel. Je crois que même pas 500 mètres du palais présidentiel. Donc, la rue en face de l'hôtel est devenue pas vraiment un des champs de bataille, mais c'était là où une partie de la bataille progressait. Les vitres de ma chambre regardaient sur une partie des événements. Donc, je pouvais voir le camp militaire qui était en train d'être frappé par les frappes aériennes qui étaient en train d'avoir lieu. Je pouvais voir les mouvements de l'armée de Gbagbo, les mouvements de leur jeep et de leurs véhicules militaires. Il y avait au moins une vingtaine, peut-être une trentaine de journalistes. Il y avait les correspondants du Monde, du Figaro, des grandes chaînes de télévision françaises. Il y avait mes collègues de Bloomberg, de Reuters, de Time Magazine. Et on était tous là, dans le même hôtel, en train de vivre la même trame. Parmi les autres hôtes, il y avait un grand commerçant de la cacao. Il était un citoyen français. Il est venu avec une partie de ses employés. Et il était à un étage ou bien plus haut ou bien plus bas que le mien. Je ne me rappelle plus exactement, mais il était dans le même quartier général que nous. C'était impossible de bouger. Il y avait des tiraillements partout. Et à un moment donné, notre chef de sécurité nous a instruit de sortir le matelas de notre lit et de le mettre contre le vitre. Donc, j'avais plus de matelas pour dormir. Je dormais par terre. Le matelas était contre le vitre et on l'avait attaché en place parce qu'on avait peur que les tiraillements et les frappes vont faire en sorte que le vitre va se casser. Moi, j'ai continué à dormir dans ma chambre parce que vraiment, j'arrivais pas à dormir. Déjà, c'était assez dur de dormir par terre, mais j'avais une partie de mes collègues qui ont commencé à travailler dans le couloir de l'hôtel parce qu'il y avait tellement de bruit à cause de la guerre qui était dehors qu'ils avaient peur que, même s'il y avait le matelas contre le vitre, que les balles pourront entrer dans la chambre. J'avais une autre collègue qui, avec son copain, ont commencé à dormir dans la salle de bain de leur hôtel. Ils étaient juste à côté de moi, par terre sur les carreaux dans la salle de bain. Lundi, le 4 avril. Je me suis réveillée par terre dans mon hôtel. Le matelas était contre le vitre parce qu'il y a eu des bombardements la nuit. J'avais mis mon gilet pare-balles juste à côté de où je dormais, comme une petite chose pour me protéger. Et le matin, j'ai commencé à faire des appels à toutes mes sources des différents quartiers pour essayer de comprendre où était Gbagbo, où étaient les rebelles, quel était leur mouvement. Et au début d'après-midi, j'avais envoyé ma dépêche à mes rédacteurs et j'ai commandé un café depuis le room service. Le café est venu et j'étais en train de boire mon café et j'ai approché le vitre. Donc, la grande partie du vitre était couverte par mon matelas, mais j'avais laissé une toute petite portion par où je pouvais toujours voir la ville qui était en face de moi. Et j'étais au vitre où tout d'un coup, j'ai vu un groupe de soldats qui portaient l'uniforme de l'armée de Gbagbo, qui approchaient la porte arrière de l'hôtel. La porte arrière était sur l'autoroute de la Corniche. Ça menait dans un petit jardin où il y avait la piscine de l'hôtel. Et depuis là-bas, il y avait juste quelques steps pour entrer sur le patio de l'hôtel. Et depuis là-bas, il y avait des belles vitres qui menaient à la salle de manger. J'étais au 8e étage. Et j'ai vu que cette foule de soldats était en train d'approcher la porte de arrière. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait des virgiles dans le jardin de l'hôtel, donc de l'autre côté de la clôture. Et ils se sont mis à courir. C'est-à-dire, ils se sont mis à courir vers l'hôtel. J'ai vu qu'un des soldats, il a pris son fusil. Donc ça, c'est des soldats qui étaient dehors de l'hôtel, mais moi, je les regardais de haut, donc je voyais les deux côtés. Il a posé son fusil en direction de la porte, comme s'il allait tirer dessus pour ouvrir la porte, parce qu'elle était fermée à clé. Et tout d'un coup, la porte s'est ouverte
Et les soldats ont commencé à entrer dans l'hôtel. Il y avait 1, 2, 3, je crois 4, 5, je ne me rappelle plus exactement le nombre. Et ils étaient en train de courir dans l'hôtel. La première réaction que j'ai eue, c'est que je devais appeler mes collègues qui étaient en bas, dans la salle à manger. J'ai appelé mon premier collègue, je lui ai expliqué que les soldats ont entré, qu'ils devaient quitter tout de suite la salle à manger. Et il a couru vers le lobby de l'hôtel. Il est entré dans l'ascenseur avec des autres journalistes qui ont tous pris fuite à ce moment-là. Et l'ascenseur est venu à notre étage. Et tout d'un coup, les journalistes ont débarqué chez moi. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus dans ma chambre, parce que chacun avait leur propre chambre. Mais un par un, ils sont tous venus chez moi. On était dans la chambre et on a tous mis nos téléphones sur silence. Moi, j'ai envoyé immédiatement une série de messages à ma rédaction pour leur expliquer ce qui se passait. Et on était tous là. Et un par un, on a commencé à appeler nos ambassades. Et on s'est rendu compte que personne ne pouvait faire rien pour nous. Et tout d'un coup, on a entendu une série de coups de feu. Pour moi, c'était comme si les coups de feu venaient de plus haut de nous. Mes autres collègues, ils ont dit que non, que ça venait de plus bas. Je ne sais pas de où ça venait, mais il y avait des coups de feu. On s'est tous mis par terre dans ma chambre d'hôtel. Et après, il y avait une période de silence où on n'a rien entendu. Et finalement, on a commencé à faire des appels et on a compris que les soldats ont quitté l'hôtel. Et c'est là où on a commencé à communiquer avec le staff de l'hôtel. Et ils nous ont expliqué que les soldats, ils ont entré au lobby. Au lobby, ils ont, paraît-il, ils ont demandé où sont les journalistes. Et la personne qui était à la réception ne les a pas répondu directement. Il les a dit de voir le DG de l'hôtel. Au lieu d'attendre que le DG vienne au lobby, les soldats, ils ont pris un des membres de l'hôtel, un des travailleurs de là-bas, et ils l'ont forcé d'aller dans l'ascenseur pour l'apporter à la chambre du DG. La chambre du DG était sur un étage qui était près de nous, mais pas le même étage que nous. Ils ont frappé à la chambre du DG, le DG est sorti. Il y a eu quelque chose pour faire du bruit, parce qu'à ce moment-là, le commerçant de cacao, c'était un monsieur français, qui était aussi à l'hôtel, dans une chambre très proche de la chambre du DG, lui aussi il a sorti, et il a sorti avec plusieurs de ses employés. Et les soldats, ils ont dit au DG et aux commerçants et aux autres employés de venir avec eux. Et dans les caméras de l'hôtel, on voit que le DG et l'autre, ils ont marché très calmement avec les soldats, ils les ont suivis et ils ont quitté l'hôtel de la même façon de laquelle ils ont entré. Donc, à ce point-là, nous, on croyait que, bon, les soldats, ils sont venus, ils ont voulu causer avec le DG, avec cette autre personne, et ils sont partis ensemble. Et puis, il y a eu des enlèvements d'étrangers aujourd'hui. Oui, alors ça s'est passé dans un hôtel du plateau tout près du palais présidentiel. Les forces de sécurité de Laurent Gbagbo sont arrivées en armes dans cet hôtel par le parking et ont immédiatement arrêté ou kidnappé 4 ou 5 personnes, dont 2 ressortissants français. Concernant les ressortissants français, il s'agit du directeur de l'hôtel et d'un industriel qui travaille ici en Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années. Ils ont été emmenés par ces hommes armés. On ne sait pas vers quelle destination et on ne sait pas sur quel motif. Et c'est après un temps qu'on a eu la confirmation que je crois que c'était 4 personnes qui ont été sorties du Novotel, que toutes les 4 ont été tuées et leur corps a été jeté dans la lagune. Je me suis sentie vraiment très mal pour le DG de l'hôtel et en plus le fait que j'étais une des dernières personnes de causer avec lui parce que je l'ai vu juste la nuit avant sur ce sujet. Vraiment, il a montré un énorme courage de ne pas dire dans quelle chambre on était. On lui doit notre vie, n'est-ce pas, dans ces conditions. Vraiment, on a le sentiment, tous les journalistes qui étaient présents au Novotel ce 4 avril, que Stéphane s'est sacrifié pour nous. On ne sait pas exactement aujourd'hui avec certitude ce commando était venu chercher, ces 10 hommes qui étaient rentrés dans l'hôtel. Les témoignages varient, certains disent qu'ils étaient venus chercher des journalistes, d'autres qu'ils étaient venus chercher des Français, des Blancs. Mais ce qui est sûr, c'est que Stéphane a été au-delà de son métier d'hôtelier. Il nous a protégés quand ces militaires pro-Gbagbo ont demandé à avoir des clients de l'hôtel. Il a dit qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas de Blancs, qu'il n'y avait pas de journalistes. Donc véritablement, on a le sentiment aujourd'hui qu'on lui doit certainement la vie et on avait envie de lui dire merci.
Il y a même eu à l'époque une lettre d'hommage au DG du Novotel ainsi qu'aux 3 autres personnes disparues. Cette lettre, qui a été écrite quelques semaines après les événements, était signée par une dizaine de journalistes français présents sur les lieux et elle a été publiée dans le journal Libération. Radio France Internationale a aussi fait l'écho. On ne sait pas exactement ce que les soldats ont dit à Stéphane parce qu'il n'y a pas de son sur les caméras de l'hôtel. Donc, on ne sait pas quelle était la conversation. Donc, il aurait pu dire la chambre où on était. Il aurait pu montrer le registre de l'hôtel où c'était plein d'Occidentaux, plein de journalistes. Mais il n'a pas fait. Il y avait des différentes réactions. Il y avait mes collègues africains et c'était surtout un de mes collègues d'Abidjan même que je regardais qui était terrifié. Et c'est là où j'ai compris que ça c'est sérieux parce que ça c'est des gens qui sont de là-bas et ils comprennent bien cet espace politique. Moi-même, j'arrivais pas à croire que quelque chose de mal pouvait nous arriver. Je croyais que les soldats, ils étaient là juste peut-être pour voler de l'argent, pour prendre quelque chose, mais je croyais pas qu'ils allaient venir au point de menacer les hôtes de l'hôtel. J'ai eu 2 appels téléphoniques pendant cette période. Une, c'était une de mes amies, Tatiana Mosso. Elle était correspondante à France 24. Elle a dû être évacuée de Abidjan avant cet événement parce qu'elle a été menacée par les gens de Gbagbo. Et elle m'a appelée pendant que cette chose était en cours pour me dire « Rukmini, je sais que l'hôtel est en train d'être attaqué. Ils cherchent les journalistes, fais attention. » Et j'ai parlé avec Tatiana beaucoup plus tard, après cet événement, et je lui ai demandé « Tatiana, mais comment est-ce que tu étais au courant ?» Et elle a dit qu'une de ses sources, elle ne m'a pas dit qui, l'avait appelée pour lui dire que l'armée de Gbagbo avait planifié ça, qu'ils étaient en train d'aller au Novotel pour nous chercher, pour nous faire du mal. Le deuxième appel, c'était un appel de Corinne Dufka. Elle était la directrice de Human Rights Watch, une grande agence pour les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Elle aussi était au courant de ce qui se passait au Novotel et elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait appelé les hauts responsables des Nations Unies pour essayer de nous envoyer une patrouille militaire pour essayer de nous aider. Et effectivement, les Nations Unies ont envoyé un hélico qui a survolé très bas. On a entendu le bruit de l'hélico qui approchait l'hôtel. Je suis allée à la fenêtre et j'ai vu qu'il était en train de survoler dans des cercles autour du Novotel. Mais c'était trop tard. À ce point-là, les soldats avaient déjà quitté. Mais c'était comme s'ils essayaient de faire peur à quiconque essaye de pénétrer l'hôtel. Moi, j'ai plus sorti à ce point-là. J'ai seulement sorti un peu dans le hall pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le hall. Mais de ce moment-là jusqu'à ce qu'on a été évacué par les Français quelques jours plus tard, j'ai plus descendu au lobby, j'ai plus allé au restaurant, j'ai plus utilisé la salle de sport. Donc, moi-même, j'ai plus sorti. Mais les autres journalistes qui étaient avec moi, je crois qu'ils ont commencé à partir peut-être dans 1 heure de temps, peut-être dans 2 heures de temps. Une partie ont resté avec moi pour quelques heures de temps. Ça a pris un peu de temps pour comprendre ce qui s'est passé au Novotel. Donc, pour comprendre que vraiment notre hôtel a été attaqué. Je ne me rappelle plus à quel moment on a su que la gravité de ce qui s'est passé. Je ne crois pas que c'était le même jour, peut-être le jour après ou quelques jours après. Mais moi, j'ai continué à travailler, bien sûr, parce qu'il y avait une guerre civile à Abidjan et je devais la couvrir. Donc, ce soir-là, j'ai dû envoyer un papier, le lendemain, un autre papier. Et j'ai juste continué à travailler dans ma chambre. C'est après que j'ai dû faire une analyse de ce qui s'est passé et j'ai compris que j'avais pas bien étudié le terrain et que le terrain était beaucoup plus dangereux que j'avais pensé. Et j'ai compris à ce moment-là qu'on était une cible tellement facile. On était dans un hôtel qui n'était pas protégé par des personnes armées. Donc si des personnes armées veulent entrer chez nous, qu'est-ce que les Virgiles vont faire? Bien sûr qu'ils vont entrer. Et ça a un peu changé la façon dont je travaille sur le terrain. Je fais beaucoup plus attention. Je comprends que les choses peuvent déraper très vite. Et je comprends
on est une cible très facile. Tout le monde savait que les journalistes étaient au Novotel. C'était connu dans la ville. Donc, on ne peut pas aller sur le terrain, dans un endroit comme Mossoul, dans un endroit comme Abidjan, et croire qu'on est caché, qu'on est invisible. Non, les gens vont savoir où on est. Et donc, il faut faire le travail d'une façon très spécifique. Donc, quand je travaillais sur la guerre contre l'État islamique, on dormait dans un endroit qui était considéré sûr, dans la partie kurde de l'Irak. Et on faisait des voyages de 3 heures de temps pour arriver sur le terrain. Parce qu'on comprenait que si on dort sur le terrain, on est en train de nous exposer à un mal qui pourra un jour nous attraper. Je ne cherche pas l'adrénaline dans mon travail. En effet, mon travail, la grande partie, c'est beaucoup de choses très ennuyantes. Je passe beaucoup de temps à perdre pour attendre les permissions pour entrer dans tel pays ou dans tel endroit. Je perds des heures et des heures au checkpoint pour essayer de croiser d'une zone à une autre. Et il y a beaucoup de travail très pénible. Par exemple, quand j'étais à Mossoul l'année dernière, je cherchais les documents que l'État islamique avait abandonnés. Donc ça, c'est un travail où on va maison par maison, chambre par chambre, en essayant de trouver des documents. Et dans la grande partie des buildings, il n'y a rien. Si je cherchais l'adrénaline, je devrais être dans un autre métier. Un balado Radio-Canada audio.